La force des djihadistes ne se trouve pas dans leur nombre, elle est à chercher ailleurs, à mi-chemin entre la lâcheté ambiante et le déni contagieux. C'est bien simple, jamais un tel ennemi de la démocratie n'a bénéficié dans l'histoire récente d'autant de complaisance de la part de ceux qui sont censés incarner et défendre la liberté. Que penser de cet aveuglement? Comme à chaque fois, lorsque survient un attentat, à la télévision, des experts babillent. Entre la tentation du loup solitaire et celle du camion devenu fou, la surenchère est reine. Ogre de l'événementiel, des médias décryptent le complexe sous le prisme de l'instantanéité et de la psychiatrie. L'explication est ailleurs. Il ne sert à rien de cacher l'arbre avec la forêt. L'impératif de la violence résonne à chaque fois qu'un esprit obtus lit le Coran comme on lit la notice de montage d'une étagère Ikea, comme l'écrivait le défunt Charb. Ces tueurs que l'on présente comme des personnages triturés maîtrisent fichtrement bien le sens des symboles. Bien plus, d'ailleurs, que le commun des mortels. Pour ces soi-disant cerveaux dérangés qui s'abritent aveuglément derrière l'espérance du paradis, tous les coups sont permis. Alors mieux vaut se rendre à l'évidence. La guerre est là pour durer. Elle prend des formes différentes d'une conjoncture à l'autre sans jamais disparaître réellement. De grâce, ne nous laissons pas berner par les beaux mots qui enrobent les pires saloperies pour endormir les plus naïfs d'entre nous. Nous aurions tort de ne pas les prendre au sérieux. Les islamistes vivent parmi nous. Seul un pâté de maison sépare la leur de la nôtre. La plupart du temps, ils agissent en catimini, en s'appuyant sur nos lois pour les retourner contre nous. Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors je suis là aujourd'hui pour te présenter ce livre, c'est Islamophobie, mon œil, de l'auteur Jemila Benhabib, et c'est un livre aux éditions Ken. Alors c'est un livre en fait que je te présente puisque c'est un livre que j'ai vu. Il vient de sortir en fait, donc je surveille les sorties et j'ai vu que ce livre était sorti et je me suis permis de demander à Jemila Benhabib si elle pouvait me l'envoyer. Et très gentiment elle me l'a envoyé pour que je puisse aujourd'hui vous le présenter après l'avoir lu et après l'avoir chroniqué. Donc un livre très très intéressant, j'ai mis quelques citations sur mes réseaux sociaux si tu veux aller voir, ça te permettra de te rendre compte de la manière d'écrire de Jemila Benhabib et de ce que tu vas trouver dans le livre. Alors c'est un essai, et c'est un essai en fait qui va nous parler évidemment d'islam politique, et c'est un essai qui va nous parler de ce fameux concept d'islamophobie, où il y a de grands débats en fait autour de ce concept. Certains disent que l'islamophobie existe, d'autres disent que ça n'existe pas, certains disent que c'est une imposture, d'autres disent que ça permet de poser un mot sur la haine des musulmans ou sur la haine des maghrébins. Eh bien ce livre nous permet de savoir ce qu'il en est de ce fameux mot islamophobie. Alors pareil, je t'avais fait en fait une vidéo où je retraçais l'historique du mot islamophobie. Pareil, je te mettrai les liens en description. Voilà, c'est pas exactement ce qu'il y a dans le bouquin. Là, on est plus dans une analyse fine. Moi, je faisais plutôt une description historique de l'apparition du mot dans l'espace public. Donc voilà, je te laisse regarder en description. Ce sera complémentaire de cette vidéo. Alors comme tu le sais, à chaque fois, je ne vais pas te parler de manière exhaustive de tout ce qu'il y a dans le livre, parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais en revanche, je vais pouvoir te dire quelles sont les idées forces du livre, ou en tout cas les idées qui, moi, m'ont marqué. Alors déjà, Jemila Benhabib, qui est-ce? Jemila Benhabib, en fait, c'est une politologue, c'est une personne qui est née en Ukraine, qui a vécu dans les années 90 pendant la décennie noire en Algérie. C'est une personne qui a également vécu en France, qui est ensuite allée au Québec et qui aujourd'hui habite en Belgique. Et pendant pratiquement tout ce temps, elle a été une militante laïque et donc elle a vu plusieurs sociétés. Et donc ça, c'est véritablement enrichissant et intéressant parce qu'elle a vu plusieurs pays et elle a vu l'islam politique se déployer de diverses façons, de différentes façons, dans les différentes sociétés dans lesquelles elle a habité. Nous avons cédé trop souvent à la peur. Peur de nommer le mal, peur de blesser, peur de choquer, peur de stigmatiser, peur de déranger, peur d'être traité de raciste, peur de passer pour un islamophobe. Ce fut d'ailleurs ces deux dernières accusations montées en épingle par deux manipulateurs en chef, le prédicateur pro-Hamas Abdelhakim Sefrioui, fiché S, et Brahim Chnina, le parent d'une élève, qui ont mis le feu aux poudres dans l'affaire Samuel Paty. Chnina, dont la demi-sœur s'était enrôlée dans l'armée de Daesh en Syrie, a instrumentalisé sa propre fille, qui a prétendu avoir été mise à la porte du fameux cours mis en cause dans l'affaire Paty. Faux, archi faux. Le 6 octobre, l'élève exclu du collège pour raisons disciplinaires n'était même pas en classe. Les deux faux indignés accusèrent Paty d'avoir présenté aux élèves la photo d'un homme nu, soi-disant le prophète. Les deux pyromanes coururent chez la directrice pour déballer leur ragot et porter plainte à la police pour diffusion d'images pornographiques. Il fallait oser.
Ils se tortillent comme deux vipères. L'objectif des deux agitateurs était multiple. Tuer socialement Samuel Paty en le dénonçant auprès de sa hiérarchie, lui faire mal, le faire douter de lui, l'humilier au collège. À plus long terme, leur cabale avait pour visée d'inférer sur le contenu pédagogique de l'enseignement pour tracer le périmètre du convenable. C'est ce que les frères musulmans appellent changer la société en profondeur, grignoter du terrain, modifier nos lois. Avant cela, il faut anéantir les réflexes de la société, la priver du débat, la bloquer. Cette stratégie victimaire est mise en place au nom du respect d'une prétendue sensibilité. Avec la peur de blesser, le pas-de-vaguisme, l'obsession du consensus, la liberté en prend un coup. On s'efface, on ne dit plus rien, on se tait. Pendant ce temps-là, d'autres se réveillent la tête lourde, chargés de griefs, prêts à couper des têtes. Alors au début du livre, eh bien, l'auteur commence par nous expliquer comment, en vérité, c'est l'islamophobie, en tout cas en sous-titre, qui a tué Samuel Paty. Et donc elle nous montre bien que Samuel Paty a d'abord été accusé par les parents d'élèves, les parents d'élèves musulmans, d'avoir une haine de l'islam et d'être un islamophobe, en fait, tout simplement, alors que Samuel Paty ne faisait que distiller en fait un enseignement laïque, un enseignement républicain et un enseignement du blasphème. Rien de plus normal, rien de plus logique dans notre pays. Et donc elle nous montre que là encore, l'islamophobie, cette imposture, je peux te le dire déjà, puisque dans ce livre c'est un peu la conclusion, c'est que l'islamophobie est une imposture. L'islamophobie, c'est ce concept qui a présidé au meurtre de Samuel Paty. Quelque chose de nouveau était en train de se produire, la montée d'une nouvelle intolérance. Elle se répandait à la surface de la terre, mais personne ne voulait en convenir. Un nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de rester aveugles. L'islamophobie. Ensuite, elle va nous parler de son enfance en Algérie. Et donc elle va nous rappeler que, en Algérie, dans les années 90, il y avait déjà des mouvances de l'islam politique. Et à l'époque déjà, de toute façon, la France et l'Occident en général a fermé les yeux sur cet islam politique qui était en train de se déployer. Et elle l'a vu de ses yeux et elle a vu comment, petit à petit, on a commencé à forcer les femmes à porter le voile et comment on leur a mis des pressions infernales, comment elle a subi crachats, insultes, violences symboliques, violences verbales, etc., pour qu'elle consente à porter le voile. Donc on voit que déjà, autour du voile, il y a quelque chose en fait qui se noue avec l'islam politique. Il y a véritablement un rapport très ténu entre l'islam politique et le voile. Si mon vécu en Algérie m'a permis de saisir quels sont les mécanismes par lesquels une tyrannie politico-religieuse s'impose à chacune et chacun au nom d'une interprétation rigoriste de l'islam, ma vie canadienne m'a ouvert les yeux sur un tout autre phénomène. La propension des États anglo-saxons à tolérer l'intolérance dès lors que cette dernière revêt un habillage religieux, surtout lorsque l'habillage en question est le fait d'une minorité. Ce simple statut de minoritaire est devenu un puissant levier pour faire valoir le droit à la différence et faire reconnaître la différence des droits. La liberté de religion s'est transformée en un droit de religion, puis a muté en un droit à l'intégrisme religieux. La marche arrière est bel et bien enclenchée. Jusqu'où ira-t-on dans nos compromissions face à ce qu'on pourrait désormais appeler la concurrence identitaire et victimaire? Est-ce à dire que tout est perdu ou presque? Nul ne peut anticiper l'issue de cette confrontation politique et idéologique. L'individu des Lumières est un géant qui doit poursuivre son chemin vers la liberté. Ensuite, elle nous parle en Algérie des fameux héros de la liberté algérienne, puisqu'il y avait des gens qui se battaient contre l'islam politique, qui se battaient contre les islamistes. Pour certains, et même pour beaucoup trop, ils y ont laissé la vie et ils sont tombés sous les balles de l'islam politique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui semble l'avoir beaucoup marqué parce que, elle y attache une importance assez importante, on le voit dans le livre. Et il y a beaucoup d'émotions en fait dans sa plume quand elle nous décrit ces fameux combattants de la liberté qui ont été en fin de compte soutenus par pas grand monde et qui se sont battus parce que, ils voulaient rester des hommes libres. Ensuite, l'auteur nous montre qu'il y a des similitudes entre les méthodes d'action des islamistes dans les années 90 en Algérie et ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe et plus largement en Occident.
Et donc un exemple comme ça qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'en Algérie, nous dit-elle, eh bien ils s'attaquaient, les islamistes, ils s'attaquaient aux écoles. Ils s'attaquaient aux écoles parce que j'imagine que c'est un moyen pour eux eh bien, d'avoir une main de fer en fait, sur la formation des nouveaux esprits. Et ça permet d'enfermer des âmes dès l'enfance eh bien, dans un dogme en fait, dans un cadre dogmatique duquel ils ne pourront pas sortir ou ils auront bien du mal à sortir. Et c'est exactement ce qu'ils font en France, on le voit, les islamistes s'attaquent partout aux écoles de la République et c'est notamment visible en France dans les syndicats universitaires où on voit énormément d'entrisme et on voit par exemple la gauche syndicale universitaire eh bien, s'allier de plus en plus, d'une manière de plus en plus proactive avec les islamistes. L'acte de décapitation de Samuel Paty résume à lui seul la guerre ouverte contre l'école de la République en France déclenchée depuis 1989. Ce geste ignoble nous dit tout du modus operandi de l'islam politique. Dans l'antichambre de la violence, on retrouve le centre nerveux, l'idéologie, ce poison lent, inexorable. Cette matrice politico-idéologique sans laquelle la violence tomberait dans le vide. Les islamistes, plus que n'importe qui, connaissent la force des symboles et la puissance des concepts. D'où l'usage précis de la notion d'islamophobie pour camper le décor de leurs crimes. Avec ce mobile, l'odieux devient louange, l'abject se transforme en consécration. Elle nous montre également que si il y a eu la décennie noire dans les années 90 en Algérie, où il y a eu des islamistes qui ont tenu la société, ou en tout cas qui ont mis une pression vraiment très importante par des meurtres, par des menaces, etc., à la société civile algérienne, eh bien c'est à ce moment-là, en 1989 précisément, qu'en France débutait la première affaire sur le voile, où 3 élèves refusaient de retirer leur voile pour rentrer à l'école. Et Djemila Benhabib ne voit pas ici un hasard, elle voit simplement une extension en France de ce qu'il se passait déjà en Algérie. Il est plus que temps de desserrer l'étau autour des musulmans qui portent une parole humaniste, laïque, universaliste. Il faut le dire, et j'espère que vous apprécierez ma franchise. Se battre contre la nébuleuse islamiste va de soi. Il y a autre chose, cependant. On se heurte aussi à la censure. Il faut bien le reconnaître, une fois pour toutes. On ne peut plus faire semblant que tout va bien. Un certain discours victimaire légitimé par des formations politiques de gauche empoisonne nos vies. Ce discours est basé sur un mensonge éhonté, comme quoi les musulmans d'aujourd'hui seraient les juifs d'hier, et donc en proie à des persécutions en Europe comme le furent les juifs sous l'occupation nazie, travestit notre condition. C'est aussi une assignation identitaire dangereuse, à contre-courant du projet d'émancipation qu'il s'agirait de promouvoir pour sortir, par le haut, des clashs identitaires. La victimisation des musulmans représente le premier obstacle à leur participation au débat public. Cette tendance à les infantiliser pour les surprotéger, mais de quoi? De la liberté, est une forme de racisme inversé. Le principal facteur qui entrave l'émergence d'un discours humaniste vient de cette stratégie de l'évitement du débat, qui tue le débat. L'auteur va nous parler de ces fameux 3 groupes en fait, qui mettent la pression aux musulmans laïcs et les empêchent peut-être de s'exprimer. Alors on a 3 groupes, ces fameux 3 groupes, eh bien évidemment ce sont les islamistes qui veulent faire taire les musulmans laïcs. Il y a également les relativistes culturels qui eux voudraient essentialiser l'islam et assigner en fait tous les musulmans à identité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait qu'une seule manière d'être musulman. Évidemment, eh bien c'est la plus visible puisque c'est la plus simple. Donc c'est la manière d'être musulman en France, eh bien c'est la manière des islamistes. Et puis il y a également les fameux racistes, tout simplement, qui détestent les Maghrébins et puis qui détestent l'islam en tant qu'elle est exogène à la France. Voilà, ce sont simplement des gens qui sont dans le rejet. Et donc les musulmans laïcs, eh bien, ils sont coincés entre ces 3 catégories de personnes. Et donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne les écoute pas beaucoup en France. Et que, eh bien, d'ailleurs, personne ne leur donne la parole. Parce qu'on préfère avoir comme personnalité dans les médias ou comme interlocuteur pour les politiques, eh bien, des extrémistes qui tiennent leur communauté d'une main de fer. Ça leur permet de faire de l'électoralisme. En tout cas, c'est somme toute ce qui nous est raconté dans le livre d'une manière pas aussi raccourcie que ce que je fais là. Mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est que tout simplement, on a des gens qui vont préférer avoir comme interlocuteurs des extrémistes religieux plutôt que des laïcs musulmans qui,
Voilà, un laïc musulman, c'est un citoyen français, somme toute, eh bien, il va parler aux autres citoyens français. Il va s'exprimer peut-être de temps en temps au nom de l'islam, mais voilà, il ne fait pas de l'islam une bandoulière, une identité unique ou un bandeau. Donc, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir représenter une communauté, et donc c'est pas quelqu'un en fait qui va pouvoir manipuler une communauté. Donc, c'est pas quelqu'un d'intéressant pour faire de l'électoralisme en fait. Il faut, plus que jamais, réaffirmer que nous avons tous le droit de mettre en cause, de douter et de nous moquer d'Allah sans qu'on ait à risquer sa vie. Allah est peut-être une figure suprême et sacrée pour certains, mais ne peut en aucun cas être imposé à tous. Il est temps que les musulmans le comprennent et surtout l'acceptent. Cette tradition, bien française, issue du siècle des Lumières, a débouché sur le droit au blasphème. Il est donc largement admis, du moins en France, que l'irrévérence à l'égard des dieux, quel qu'il soit, n'est pas un délit. C'est l'esprit même de la satire. Dire, sur le mode plaisant, des vérités déplaisantes. Ce qui l'est moins, par ailleurs, c'est de réaliser qu'un homme assassine un autre homme pour ses idées. Ensuite, il y a un passage du livre que j'ai beaucoup aimé où en fait l'auteur nous parle de cette fameuse tolérance excessive et communautariste dans les sociétés anglo-saxonnes. Sociétés anglo-saxonnes qui, avec leur modèle, attaquent le modèle universaliste français qui serait, selon eux, un modèle raciste. Alors qu'il est tout sauf raciste, puisque le modèle universaliste français est un modèle en fait qui ne reconnaît rien d'autre que des citoyens, en réalité. Alors que les modèles communautaires, évidemment, eh bien, non seulement reconnaissent les communautés, mais assignent les individus aux communautés, puisque le politique ne parle plus aux individus, mais aux individus au sein de leur communauté, et donc aux communautés. Et ça, c'est véritablement le racisme tel qu'il est pratiqué par les sociétés anglo-saxonnes, un racisme qu'elles ne veulent pas voir. Puisque pour ces sociétés, pour les sociétés anglo-saxonnes, eh bien, accepter que des gens vivent d'une manière différente et demandent le droit à la différence au nom de la différenciation des droits, puisque c'est ça qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on a des minorités qui réclament en fait le droit à la différence pour ensuite nous faire glisser d'une manière lente, mais d'une manière certaine, vers des droits qui seraient différenciés. Et donc là, après, on arrive à une libanisation des sociétés où en réalité, eh bien, le droit s'applique sur les personnes en fonction de leur communauté. Et évidemment, eh bien, votre communauté vous est assignée à la naissance et vous y êtes assigné jusqu'à la mort. Donc véritablement, on voit que les sociétés anglo-saxonnes eh bien, sont beaucoup plus racistes que les sociétés universalistes. Et c'est ce qui nous est rappelé dans ce livre par Jamila Benhabib. Dans ces démocraties libérales, Europe et Canada, la censure prend la forme d'une bienveillance envers une certaine idée que la gauche identitaire se fait des musulmans, quitte à occulter des faits, passer sous silence des comportements, taire des attitudes. Malheureusement, le traitement médiatique, la plupart du temps surtout en Belgique et au Québec, est fortement influencé par l'empreinte idéologique de cette gauche qui considère que la critique de l'islam, la dénonciation de l'islamisme, revient à stigmatiser les musulmans, présentés comme un bloc homogène, déjà fortement attaqué par la poussée de l'extrême droite. Une nuance s'impose, néanmoins, à cet effet. Au Québec et au Canada, où l'on ne retrouve nulle trace d'une extrême droite organisée dans une formation politique, comme c'est souvent le cas en Europe, et malgré cela, les mêmes arguments sont utilisés pour justifier l'existence de lignes rouges. Il suffit de brandir le spectre de la stigmatisation pour que les mécanismes de la censure s'activent. Elle nous rappelle également dans le livre eh bien, que la laïcité est un processus cumulatif, c'est-à-dire que c'est un processus qui a cumulé plusieurs avancées philosophiques avant d'arriver à la laïcité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc ce n'est pas un concept qu'on peut tordre comme ça, où on peut parler d'inclusivité, c'est-à-dire de laïcité inclusive, de laïcité exclusive, etc. Il y a une véritable histoire avec des racines. Et Jamila Benhabib nous rappelle que les racines de la laïcité eh bien, sont à aller chercher chez les Lumières, que ce soit chez Hobbes, chez Rousseau, chez Voltaire et chez d'autres, même si toutes ces lumières étaient différentes, nous dit-elle, eh bien toutes ces lumières étaient d'accord pour se dire que eh bien, la religion devait être séparée de la politique et que eh bien, l'Église n'avait rien à faire dans le politique et dans la citoyenneté. Donc ça, c'est véritablement aussi quelque chose d'intéressant. Vous le savez, sur la chaîne, je vous en ai souvent parlé. Je vous ai souvent dit que la laïcité était un processus dynamique. Et bien là, Jamila Benhabib va un petit peu plus loin en nous disant que c'est un processus non seulement dynamique, mais cumulatif, et même philosophiquement cumulatif. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que si vous voulez promouvoir la laïcité, il faut faire vivre en vous la laïcité. Et pour faire vivre en vous la laïcité, eh bien, il faut la connaître. Et pour la connaître, eh bien, il faut aller
aux racines de cette fameuse laïcité. Alors certains en France remontent à Montaigne, certains remontent au traité de Westphalie, je vous en ai déjà parlé, qui est la laïcisation des rapports diplomatiques en Occident après les grandes guerres de religion. Et puis on peut plus sûrement, au niveau en tout cas de la structure intellectuelle, on peut aller relire les textes des Lumières évidemment, puisque c'est là que vous trouverez le plus clairement en fait affiché eh bien, tous les concepts de la laïcité et tous les concepts philosophiques qui nous ont amenés à la société laïque qui est la nôtre aujourd'hui. Et ça, c'est véritablement nécessaire à faire quand on veut défendre la laïcité aujourd'hui dans nos pays. Pour ceux qui vivent dans le passé et idolâtrent la terre d'origine, redéfinir ses appartenances est vécu comme une trahison à l'endroit des semblables. Le survivant qui fait pousser des racines dans la terre des autres devient forcément suspect. Comment ? Cet exilé qui a profané ses origines est encore capable d'aimer, alors qu'on le croyait mort à jamais ? Qu'il crève. Pour celui dont le chemin est tracé par la quête de la liberté, mieux vaut être accusé de trahison envers sa tribu que d'être félicité pour sa loyauté envers elle. Voilà que la tribu est vorace, elle ne veut pas lâcher l'un des siens. Elle préfère le savoir mort que vivant ailleurs. Essuyez vos larmes, il n'y a pas lieu de se désoler du destin de l'apatride. Celui qui peut transplanter ses racines dans la terre des autres connaîtra plusieurs vies. Un être qui aime est capable de lutter, c'est-à-dire de vivre au sens où l'entendait le grand Victor Hugo. Alors vivons, aimons, luttons. Donc voilà, tout au long du livre, en fait, le but est de nous parler de l'islam politique, de la manière dont l'islam politique se déploie dans tous les partis politiques, notamment à gauche, notamment chez les écologistes. Il y a un endroit du livre que j'ai beaucoup aimé où Jemila Benhabib nous montre en fait comment eh bien, les écologistes, les partis politiques écologistes eh bien, sont perméables à l'antiracisme racialiste qu'il y a aujourd'hui. On peut nommer chez nous en France Sandrine Rousseau, on peut également nommer Jean-Luc Mélenchon évidemment, eh bien, qui sont ces fameux antiracistes racialistes et qui postulent en fait que les races sociales existent alors qu'ils seraient des antiracistes. Comment être contre le racisme et pour l'abolition des races en parlant tout le temps de race et en reformant en fait un concept racial. Voilà. Donc c'est ce qui nous est clairement démontré dans le livre d'une manière extrêmement fine, beaucoup plus fine que ce que je peux vous en dire maintenant. Donc véritablement, un livre qui m'a beaucoup apporté, encore une fois, un livre qui m'a beaucoup intéressé, et donc c'est un livre que véritablement je te conseille, un livre qu'il faut impérativement lire. L'acte de décapitation de Samuel Paty n'est pas un acte isolé. Il est le simple prolongement de l'affaire Mila, qui elle-même s'inscrit dans une histoire plus longue avec l'attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, et qui se prolonge, en Europe, avec l'égorgement de Theo Van Gogh le 2 novembre 2004, et qui se poursuit dans le monde musulman avec des assassinats à une plus grande échelle commis dans l'indifférence du monde. Que ceux qui ont osé prendre la plume contre nous périssent par l'épée, répétaient inlassablement les dirigeants islamistes algériens. Que d'intellectuels, d'enseignants, de journalistes, d'artistes, d'écrivains, de poètes, de dramaturges, de militants politiques et de simples citoyens pris dans le tourbillon infernal de la montée du fanatisme. Voilà, écoute, si tu as aimé cette vidéo, et bien comme d'habitude, n'hésite pas à la liker, ça aide pour le moteur de recommandation de YouTube, n'hésite pas à la partager, faire connaître à tes amis, voilà, parce qu'il y a d'autres recommandations de lecture tout aussi intéressantes et tout aussi enrichissantes que celles-ci qui vont arriver, et je t'en parlerai très bientôt. Merci beaucoup.